Avec nous pour aller plus loin, Frédéric Lenoir, bienvenue. Vous êtes philosophe, sociologue, écrivain. Vous avez coécrit avec Nicolas Hulot ce livre « D'un monde à l'autre, le temps des consciences ». On l'évoquera bien sûr. Vous publiez aussi un essai qui fait écho à ce qu'on vit depuis quelques mois, vivre dans un monde imprévisible. On y reviendra également. Je voudrais d'abord qu'on évoque ce phénomène qu'on vient de voir illustré dans ce reportage de Cécile Cixous, ce phénomène des anti-masques. Cet homme qu'on a suivi nous dit oui à la protection des gens à risque, mais non à l'obligation, non à la coercition. Est-ce que vous faites partie de ceux qui trouvent cela irresponsable, ou vous ne jugez pas, ou vous dites au contraire, il y a un peu de clairvoyance dans tout cela aussi? Disons que moi, je trouve sur la question du masque, depuis le début de la pandémie, j'étais frappé de voir que les pays du sud-est asiatique dans lesquels ils portaient le masque depuis début janvier, que ce soit Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, il y avait beaucoup moins de morts que partout ailleurs. Donc on a vu l'efficacité du masque. Dès le début, ils sont habitués à porter le masque pour des raisons de pollution, etc. Et donc je ne comprenais pas à l'époque pourquoi, au contraire, en France, on disait le masque ne sert à rien, parce que ça arrangeait bien les politiques s'ils n'en avaient pas. Et donc je pense qu'il y a une énorme erreur de communication du gouvernement au début, et puis on s'est rendu compte que le masque était très utile et qu'il faut le porter. Donc je crois que s'il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est parce qu'il y a eu ces problèmes de communication. Et donc le masque a prouvé qu'il était très utile pour être un jet de frontière, pour éviter que la pandémie se diffuse. Et donc il faut le mettre partout où il y a du monde. Par contre, effectivement, si on est seul dans son bureau, ça ne sert à rien de mettre un masque. Mais si quelqu'un vient vous voir dans votre bureau, il faut mettre un masque. Et donc je dirais que c'est simplement une question d'intelligence après, et de discernement. Et de bon sens. Et de bon sens. J'ai été l'autre jour dans une entreprise, la personne était seule dans son bureau, elle ne portait pas de masque. Dès que je suis rentré, j'ai mis mon masque, elle a mis, enfin moi j'avais déjà le masque, elle l'a mis et c'est logique. Et donc je crois qu'il faut porter le masque dès qu'on est en relation avec d'autres personnes, mais si on est absolument tout seul dans un lieu, ça n'a aucun sens. C'est quand même un phénomène intéressant et des profils intéressants, c'est ce que nous disait le chercheur de la Fondation Jean Jaurès. Bac+2 en moyenne, oui, des cinquantenaires, ça vous surprend ? Oui et non, parce qu'on pourrait dire que si on est un peu éduqué, qu'on fait une recherche, on s'aperçoit que le masque est objectivement utile. Après, je crois qu'il peut y avoir dans cette population aussi un certain nombre de gens qui n'aiment pas trop l'autorité, si vous voulez, qui se méfient effectivement de tous les arguments d'autorité, et surtout l'autorité a perdu un peu de sa légitimité en changeant de discours sur le masque. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est ça qui a créé le trouble, et du coup, ça peut favoriser un peu toutes les théories du complot, et tous ceux qui disent, après tout, les autorités n'en savent rien, ils changent de discours, et donc c'est à moi de discerner. En soi, c'est bien que les gens soient responsables individuellement. Il ne faut pas uniquement agir par la peur du gendarme. Et donc, je pense que c'est important d'avoir chacun une responsabilité par rapport aux gestes qu'on fait par rapport au Covid. Mais je pense que si on est un peu éclairé et qu'on étudie les choses un peu sérieusement, j'essaie de le faire, le masque est vraiment un outil utile. Après, encore une fois, s'il est interdit de porter dans son propre bureau, alors qu'il est tout seul, effectivement, il peut, avec discernement, l'enlever et le remettre quand quelqu'un vient. C'est comme quand on se promène dans la nature, je me souviens pendant le confinement, pleine forêt, ça n'avait aucun sens d'interdire les gens de faire des promenades en montagne et qu'on surveillait en hélicoptère pour être sûr que ça, c'est absurde, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut simplement avoir raison gardée et savoir que le masque est utile lorsqu'il y a effectivement plusieurs personnes dans un même lieu. Et vous l'avez dit, ça relève d'une défiance générale vis-à-vis du discours politique, du discours médiatique. Voilà, défiance aussi, et c'est peut-être un petit peu plus nouveau, vis-à-vis du discours scientifique, du discours des médecins qui ont peut-être perdu en crédit en étalant leur divergence sur les plateaux télé. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des divergences absolument incroyables et que notamment l'étude du Lancet a été catastrophique. C'est-à-dire de publier une étude dans un journal extrêmement réputé, tout le monde disait c'est incontestable et tout, puis on s'aperçoit que le journal fait marche arrière en disant bah non, l'étude est fondée sur des bases qui ne sont pas sérieuses. Et donc c'est une aubaine pour les complotistes. Ah mais complètement. Et complètement. Et malheureusement, il y a eu plusieurs prises de position entre guillemets très officiels de médecins, d'institutions, etc., qui sont revenus en arrière après parce que les faits leur ont donné tort. Et là, effectivement, c'est une aubaine pour tous ceux qui disent aujourd'hui la science est au service, je dirais, uniquement des laboratoires pharmaceutiques, etc. Alors, c'est vrai en partie. Ce qui est le problématique, c'est qu'il faut discerner au cas par cas. C'est qu'il y a des cas, on sait qu'effectivement, il y a des connivences qui sont un peu dangereuses, qu'il faut vérifier. Et puis, dans d'autres cas, pas du tout. Il y a simplement eu des erreurs pratiques, factuelles, etc., qui n'enlèvent rien, je dirais, à ce que les scientifiques peuvent apporter dans ce débat qui est essentiel. Alors, vous le savez peut-être, en ce moment, au Sénat, beaucoup d'auditions très importantes par la commission d'enquête Covid. Hier, il y a eu un témoignage très fort du professeur Chauvin, notamment auditionné sur cette question. Il a eu des mots très forts. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Nous sommes confrontés à un autre phénomène qui est celui du populisme scientifique, où en fait, ce ne sont pas l'observation et les faits qui fondent
une opinion ou un avis, c'est les opinions qui doivent être démontrées par les faits ou ce que vous voulez. Lui parle de populisme scientifique. C'est nouveau comme concept. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire. En fait, j'ai pas... Que les médecins, justement, sont allés sur les plateaux télé, qu'il y a eu aussi un petit peu une part d'ego de la part de ces médecins qui cherchent aussi une forme de notoriété, des followers sur Twitter, et que ça a créé un discours scientifique qui n'avait plus de... avec des médecins qui disaient pas vraiment non plus la vérité. Oui, mais il y a peut-être aussi des médecins qui ont réagi face à des prises de position du conseil, par exemple, du haut conseil scientifique, etc., et tout, qui des fois n'étaient pas toujours fondées. On se rappelle toute la polémique qu'il y a eu autour du professeur Raoult. Le fait qu'on ait strictement interdit aux médecins de délivrer son traitement. Moi, je connais des médecins qui me disent, mais au nom de quoi on peut me dire que je n'ai pas le droit, moi en tant que médecin qui connais bien aussi mes patients, etc., je n'ai pas le droit de délivrer ce traitement si j'estime qu'il est à la limite, il n'est peut-être pas plus formidable, il n'est peut-être pas un traitement miracle, mais peut-être qu'il fonctionnera aussi bien que ce qu'on peut faire parce qu'on ne sait pas faire grand-chose. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment eu de populisme scientifique? Non, moi je pense qu'il y a eu des débats qui ont traversé la communauté médicale et qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas supporté que ce haut conseil scientifique leur enlève, je dirais, leur discernement de médecin pour des raisons qui, des fois, paraissaient un peu obscures ou qui n'étaient pas très, très explicites. Il y a eu des changements de position là-dessus. Il y a eu, je rappelle cette étude sur le Lancet qui a changé d'avis. Enfin, et donc on s'aperçoit que face à un virus qu'on connaît très mal, sur lequel on a changé d'avis très souvent, et la communauté scientifique devrait être humble et de dire, elle le dit souvent d'ailleurs, mais pas toujours, finalement, on ne comprend pas grand-chose et on n'est pas certain du tout qu'on a trouvé les bonnes mesures, les bons traitements, etc. Mais du coup, puisque lorsqu'une position, une institution a une position très certaine et très tranchée, alors qu'on sait qu'il y a débat et qu'on n'en sait pas grand-chose, presque dogmatique, bah, du coup, ça suscite de la réaction violente de l'autre côté. On a vu les livres de certains médecins très violents, peut-être excessifs aussi, si vous voulez, parce que il faut avoir aussi, pour ceux qui attaquent les institutions, notamment le conseil scientifique, il faut qu'ils aient aussi l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose. Sauf qu'historiquement, on est quand même dans des sociétés qui ont toujours fait confiance à la science. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'on n'est pas en pleine mutation si on se met à ne plus avoir confiance en nos chercheurs, en nos scientifiques, en nos médecins? Alors, je dirais qu'est-ce que ça peut donner? Pour moi, la vérité est entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement avoir une confiance absolue. Il ne faut pas avoir non plus une confiance absolue dans la science et dans la médecine. La science évolue. Les médecins peuvent se tromper. Et donc, il faut avoir toujours un discernement, un esprit critique. Et la philosophie, elle est là pour nous aider à avoir toujours un esprit critique. Ne jamais suivre aveuglément ce que nous disent la doxa, qui peut être la doxa scientifique du moment, qui peut évoluer complètement. On peut s'apercevoir que finalement, on n'avait pas tous les éléments et que ce qu'on pensait vrai à un moment donné s'avère faux. On était peut-être dans un excès justement un excès de trop faire confiance. Oui, peut-être qu'on a remplacé la religion par la science. Et que donc la croyance religieuse a été remplacée par la croyance scientifique. Et en même temps, il ne faut pas passer d'un excès à l'autre et de dire la science n'a aucune valeur, ça ne prouve rien, etc. Non, il y a des choses avérées, il y a des choses prouvées, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont des hypothèses et qu'il faut vérifier et qui demandent toujours plus de recherche pour aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut toujours exercer un esprit critique. Et Karl Popper et bien d'autres épistémologues, spécialistes, philosophes de la science ont montré que la science était en recherche permanente et qu'on ne pouvait pas figer définitivement dans tous les domaines les vérités scientifiques. Elles peuvent évoluer et donc il y a des cas, elles sont totalement avérées dans un certain nombre de domaines et c'est le cas de toutes les recherches sur le coronavirus, elles sont en recherche et donc elles sont évolutives. On n'est que devant des conclusions provisoires. Oui, il faut avoir ce discernement. Sauf que la science a une application très concrète dans notre vie de tous les jours et on va le voir dans les mois à venir avec cette histoire de vaccin qui va a priori finir par arriver. Comment donner confiance aux gens alors de se faire vacciner si il a assisté depuis des mois à toutes ces controverses scientifiques, des médecins qui disent oui, des médecins qui disent non. C'est vrai. Comment on va faire? C'est vrai qu'il faudra que s'il y a un vaccin, qu'on nous apporte effectivement peut-être plus qu'avant. Je dirais, à la fois les preuves de son efficacité et de son innocuité, c'est-à-dire qu'il n'ait pas des conséquences, des effets secondaires dramatiques, pire que le mal qu'on veut traiter. Et donc c'est vrai que si ce vaccin n'est pas apporté avec tout un certain nombre d'études très fiables qui ont été faites par plusieurs personnes, ça ne doit pas être un seul laboratoire, il doit y avoir une sorte de consensus, je dirais, pour qu'il puisse s'imposer. Sinon, il y aura toujours effectivement des gens qui diront il est fait uniquement pour des intérêts financiers et il n'a aucune efficacité, voire il a des effets pires que qu'il entend traiter. Il y a quelques années, vous aviez eu des propos un peu
certains ont jugé que c'était ambigu sur les vaccins, justement, parce qu'on nous les avait imposés brutalement, sans consultation citoyenne. Oui, moi je pense que la question des vaccins est un sujet sensible et qu'il est évident que les vaccins sont nécessaires dans plein de domaines, qu'ils ont aidé à éradiquer quantité de maladies. Je ne suis pas du tout contre les vaccins. Simplement, j'ai fait une expérience personnelle, c'est que j'ai pris le vaccin contre l'hépatite B quand j'avais 30 ou 35 ans, on m'a dit il faut le prendre, etc. Et ça a été pour moi un effet désastreux. C'est-à-dire que j'ai été très malade ensuite et que je me suis rendu compte que mon tempérament, ce que je suis, ma nature, rejetait ce vaccin, si vous voulez. Et donc, il y a des personnes pour qui les vaccins peuvent avoir des effets qui sont négatifs. On sait qu'il y a eu des scléroses en plaques, etc. Bon, j'ai échappé à ça, mais j'ai été très mal. Et donc, du coup, je sais que le vaccin, c'est pas anodin non plus. Et que face à des maladies qui sont, je dirais, pourquoi vacciner des enfants à la naissance contre l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B, parce que c'est un vaccin, c'est une maladie qui se transmet essentiellement par voie sexuelle. On peut le faire plus tard, en voyant s'il faut le discerner ou pas. Il y a des maladies qui ne nécessitent pas qu'on impose autant de vaccins à des petits-enfants, dont on ne sait pas très bien si chaque enfant va réagir pareil. Il y a peut-être 1000 enfants qui vont très bien le tolérer, et puis un enfant pour qui ça va être peut-être très négatif. Donc je disais, plutôt que d'imposer 11 vaccins comme ça, discernons s'il y en a quelques-uns qui sont peut-être absolument nécessaires, parce qu'il y a une épidémie qui arrive, qui revient, etc. Et d'autres, peut-être qu'il faudra voir au cas par cas plus tard. Tout au long de votre parcours, Frédéric Lenord, vous êtes intéressé aux philosophies du bonheur, aux philosophies du bien-être, à ces notions de bien-être. En ce moment, c'est compliqué, non, de ressentir du bien-être. Comment Alors moi, c'est pas tellement le bien-être qui m'intéresse que le bonheur au sens philosophique profond du terme. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas spécialement au bien-être, parce que le bien-être, bon, on le recherche tous, on cherche du plaisir dans sa vie, etc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre plus profondément et durablement heureux. C'est un état de satisfaction beaucoup plus global et durable de l'existence qu'est la définition philosophique du bonheur. Et ça mérite un travail sur soi. C'est un effort, c'est un regard. En particulier en ce moment, non? Mais oui, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, notamment avec ce qui nous arrive, avec le Covid. C'est qu'au fond, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Comme nous dit Épictète depuis 2000 ans, c'est qu'effectivement, dans la vie, il faut distinguer ce qui dépend de soi qu'on peut changer, ce qui ne dépend pas de soi qu'on ne peut pas changer. Et quand on est face à quelque chose qui ne dépend pas de soi, le Covid, ça nous tombe dessus, ça nous fait peur, ça nous angoisse, ça nous oblige à changer nos modes de vie, etc. Et tout. Qu'on ne peut rien faire face à quelque chose, ce qu'on peut faire, c'est réagir de manière positive à cette épreuve ou à cette difficulté. Et donc, c'est un travail sur l'esprit. Et ce que les philosophes auxquels je m'intéresse depuis toujours nous expliquent, c'est que ce qu'on peut changer toujours en soi, c'est le regard qu'on porte sur le monde. Vous avez deux personnes qui vont vivre la même épreuve, par exemple le Covid ou une grave maladie. Eh bien, l'une va être en permanence cultiver l'anxiété, l'angoisse, etc. Elle va être encore plus mal. Une autre va essayer au contraire de cultiver des émotions positives, ne pas passer sa journée à regarder des informations toxiques, au contraire compenser cet événement toxique par des plaisirs, par des choses positives, par, si elle peut, regarder des belles choses, écouter de la bonne musique, c'est-à-dire compenser par ses actions personnelles, par son regard, tout le négatif qui est apporté par l'événement négatif. Mais tout le monde ne part pas avec les mêmes bases, avec la même... Mais tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire chaque être humain, regardez les gens qui sont confinés même dans un tout petit appartement, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se promener dans la nature, etc. Mais ils peuvent ne pas mettre une chaîne d'infos continue toute la journée qui les rend totalement dans un état d'anxiété et qui augmente leur anxiété. Et ils peuvent consacrer du temps à regarder des films qui leur fait du bien, écouter de la musique, c'est gratuit. On n'est pas obligé de payer une fortune pour se faire du bien avec des petits plaisirs du quotidien, passer un coup de téléphone à des amis, regarder leurs enfants, jouer avec leurs enfants. Et donc il y a plein de choses qui nous font du bien, qui compensent, je dirais, tout le caractère anxiogène qu'il y a ailleurs. Et puis il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et des gens toujours le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut, face à une épreuve, face à une difficulté de vie, se dire je vais l'utiliser comme une opportunité pour grandir, pour découvrir autre chose, pour changer quelque chose dans ma vie, ou au contraire être écrasé par cette épreuve. Et ça, c'est le choix le plus libre qu'un être humain puisse faire. Je pense que la liberté la plus profonde, c'est la manière dont on va réagir à un événement, plus que l'événement en lui-même, qu'on ne peut pas forcément décider. Donc la liberté, pour moi, elle est intérieure, plus que dans ce qui va nous arriver, qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais on a aussi peut-être besoin des autres, et on est dans un moment où le lien social est en train de changer, nos comportements sociaux, on est contraint de les changer, Oui, on ne peut plus faire la bise, on ne peut plus vraiment se serrer dans les bras entre amis, en tout cas, ou avec des personnes vulnérables. Quelles conséquences là peut-il avoir sur nos comportements sociaux? Alors ça m'inquiète plus, effectivement, parce qu'on est devant on a tous besoin de liens, on a besoin d'affect, on a besoin d'exprimer ses affects dans le corps, dans le geste, dans le baiser, dans le câlin, etc. Et donc, effectivement, je pense que si ça dure trop longtemps, ça peut avoir des impacts psychologiques, surtout, je crois, chez les enfants.
Les enfants ont particulièrement besoin de toucher, de contact, et leur interdire dans la cour de récréation de se toucher, c'est quasiment impossible. Donc ils peuvent le faire un certain temps, mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Et donc je crois que là, effectivement, on observe déjà, d'ailleurs je parraine une association qui s'appelle Cocorico. En fait, ce sont des psychologues qui se sont réunis pour essayer, des psychologues de l'enfance, pour essayer de proposer des mesures, des propositions qui aident les éducateurs, parents et enseignants à accompagner les enfants qui sont en grande détresse psychologique à cause de tout ça, notamment le fait de ne plus pouvoir se toucher. Parmi les propositions de cette association, que l'enseignant, par exemple, au début des cours, montre son visage, ne pas être tout le temps masqué, à une distance de sécurité de quelques mètres, montre son visage, pour que les enfants voient le visage de l'enseignant. Puis après, on met le masque. C'est des toutes petites choses comme ça, mais si on les additionne, ça aidera les enfants à mieux vivre ce passage très difficile. Vous parrainez aussi une association qui s'appelle le Paris Solidaire, qui rapproche les jeunes et les anciens. Certains peuvent rendre des services et les autres être logés en même temps. Est-ce que ce virus, c'est justement aussi la tendance inverse, c'est l'éloignement des générations entre elles, avec peut-être aussi une forme de stigmatisation des anciens. Nos anciens, ou en tout cas les anciens, les plus de 65 ans, vivent quelque chose de très lourd aussi. Absolument, j'ai parlé des enfants, on pourrait parler des personnes âgées, j'en sais quelque chose parce que ma mère est dans une maison de retraite, elle a 95 ans, et pendant tout le confinement, elle a pu voir personne, et puis les contraintes sont très lourdes, parce que même quand j'ai pu la voir après le déconfinement, il fallait aussi se tenir à 2 mètres, je sois masqué, enfin c'est quand même très difficile. Donc il faut l'accepter, mais on voit les dégâts, et ma mère me disait, j'ai pas vu ma coiffeuse pendant 2 mois, j'ai pas mon kiné, on peut plus me masser, elle est pas touchée, et donc on voit que tout ça à d'autres dégâts. Donc la lutte contre le Covid, à la fois, elle est nécessaire, et à la fois, il faut voir tous les dégâts que ça crée, collatéraux, je dirais, les dommages collatéraux, tous les dégâts que ça crée, psychologiques, physiques, et donc il y a même des gens qui meurent des conséquences des précautions sanitaires. Donc il faut aussi faire les choses avec discernement, et peut-être que dans des cas, il faut introduire plus de souplesse, parce que notamment, j'ai pensé que pendant toute la période du confinement, si ça se reproduisait, il faut faire très attention aux enfants autistes. Ce sont des enfants qui ont particulièrement besoin du lien, du contact, de ne pas être trop perturbés dans leurs habitudes. Et là, il aurait fallu plus de souplesse, qu'ils puissent continuer à faire du sport, qu'ils puissent continuer à voir d'autres enfants. Donc là, il faut qu'on ait encore une fois du discernement au cas par cas. Parlons de ce livre coécrit avec Nicolas Hulot. C'est vous qui le lui avez proposé bien avant la crise Covid, il me semble. Vous vouliez mener une réflexion sur la mondialisation, faire changer les mentalités sur notre rapport à la nature et au vivant. On est en plein dedans là. Oui, alors ce qui est surprenant, c'est que nous, on a fait ce livre bien avant le Covid. On l'a commencé, bien avant, on l'a commencé 7-8 mois avant. Mais effectivement, on parlait déjà dans ce livre, avant même le Covid, que la crise écologique englobait plein d'autres crises, et notamment une crise sanitaire. Puisqu'on sait que 70% des nouveaux virus depuis 70 ans, depuis 30 ans, je veux dire, ce sont des virus zoonoses, c'est-à-dire qui sont liés à des animaux qui sont chassés de leur milieu naturel à cause de la déforestation. Et donc, on voit que la plupart des virus qu'on connaît, Ebola, le sida, etc., le SRAS, sont venus d'animaux. Et probablement, le coronavirus, je dis probablement parce qu'on n'a pas de certitude absolue. Il est peut-être issu d'un laboratoire, on le saura un jour, mais très probablement, ce qui est le plus probable, c'est qu'il vienne d'un animal. Et donc, on voit que la crise écologique, avec la déforestation massive, et donc la chute de la biodiversité, amène de plus en plus de virus. Et donc, on en parlait déjà et arrive le coronavirus. Donc, nous, on a évidemment intégré dans le livre, puisqu'on l'a reporté, il devait sortir en avril dernier, on l'a reporté à début septembre, on a intégré toute une réflexion sur les conséquences du coronavirus. Mais qui ne changeait rien. C'est qu'un symptôme de plus de cette crise globale qu'on vit, qui est une crise systémique, c'est-à-dire qui fait système, crise écologique, crise économique, crise sanitaire, crise des relations internationales, crise sociale. Tout ça est lié, et on essaie d'expliquer que c'est lié par le fait que on est dans le règne de la quantité. Aujourd'hui, ce qui domine le monde, c'est la finance, c'est le chiffre, c'est la rentabilité, c'est l'efficacité au détriment de la qualité. C'est-à-dire du respect de la biodiversité, du respect des besoins des êtres humains, d'avoir une vie dans laquelle on prend le temps de vivre, d'une qualité des relations, etc. On écrase les individus au nom de la rentabilité dans les entreprises, et tout ça n'est pas tenable à long terme. L'être humain, pour s'épanouir, il a besoin de vivre dans un environnement qu'il respecte, sinon l'environnement se retourne contre lui un jour ou l'autre, et il a besoin de vivre dans des relations qualitatives avec lui-même, avec les autres. Et c'est ce passage de la quantité à la qualité auquel on aspire, ce qui veut dire un changement de mode de vie. On ne peut plus continuer dans le toujours plus, il faut aller dans le mieux-être. Est-ce que vous avez espoir que ce virus ait changé la donne, ait changé les mentalités, ait éveillé les consciences à peut-être des sujets qui ne les intéressaient pas jusqu'ici? Oui et non.
C'est-à-dire que, là, encore une fois, je ne suis pas tranché parce que les choses sont complexes. Chez un certain nombre de personnes, ça peut accentuer au contraire le désir de revenir au monde d'avant parce qu'ils ont perdu une sécurité. Quand vous avez perdu votre emploi, quand vous êtes, je connais plein de gens dans le monde du tourisme, etc., bah, ils sont catastrophés. Et donc pour beaucoup de gens, c'est la peur qui domine et le désir de retrouver ce qui fonctionnait avant. Même si ce qui était avant était quelque part impactait négativement, je dirais, l'environnement. Et donc c'était pas bien. Le transport aérien, on sait très bien qu'il a des conséquences négatives. Bon. Et donc finalement, pour beaucoup de gens, c'est au contraire aller encore plus dans le retour à avant pour retrouver une sécurité. Et puis pour d'autres, qui sont moins impactés peut-être, c'est l'occasion de réfléchir et de se dire, bah, moi je vais peut-être moins voyager, je vais peut-être vivre autrement, je vais peut-être davantage respecter la nature. Beaucoup de gens ont été très frappés pendant le confinement, tous ceux qui ont pu le faire dans un lien avec la nature, à quel point la nature respirait. Nous on avait des masques, mais la nature respirait. Et on entendait les oiseaux chanter, on a vu beaucoup plus de papillons, l'air était pur, on voyait au-dessus de Paris, il n'y avait plus cette couche de pollution. Eh bien tout ça, ça fait réfléchir. Et on se dit effectivement, peut-être qu'on peut changer de mode de vie, on peut ne plus être dans ce consumérisme effréné, moins utiliser la voiture, l'avion, etc. Donc on voit très bien que pour certains, c'est l'opportunité de réfléchir à un changement possible de conscience, prise de conscience et changement possible de mode de vie. Vous avez confiance en le politique pour changer cela ? Pour aider les citoyens à être rassurés peut-être et à justement... En tout cas, le politique a un rôle important à jouer. Le politique est là pour réguler, je dirais, la vie sociale, mais il doit le faire en vue du bien commun. Et c'est tout le problème, c'est que cet idéal politique des Grecs, de la République, etc., il s'est perdu de plus en plus, c'est de plus en plus dévoyé, parce qu'il y a eu de plus en plus l'influence d'abord d'un tas de lobbies économiques, et qui fait qu'on a l'impression que souvent le politique, il est plus au service de la finance et de l'économie qu'au service du bien commun. Et donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut essayer de régler. Il faut que le politique s'émancipe totalement de tous les lobbies et de toutes les influences financières. Il ne faut pas que ce soit une plutocratie, qu'on soit dans une vraie démocratie, que ce ne soit pas le règne de l'argent qui guide tout. Et puis la deuxième chose, il faut que les politiques résistent aussi, je dirais, au court-termisme. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fonction du court terme. Or, le politique doit aussi tenir compte du long terme, parce qu'il y a des enjeux. L'enjeu écologique, c'est un enjeu de long terme. Même si le long terme, c'est quelques décennies, c'est pas 2 siècles. Mais c'est un enjeu de long terme. Et malheureusement, les politiques préfèrent les enjeux de court terme, c'est-à-dire qu'ils répondent à ce qui est immédiatement utile, parce qu'ils pensent à leur réélection dans 5 ans. Et donc, c'est ça qui est dramatique, c'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons avec Nicolas Hulot, c'est-à-dire le court terme rentre en conflit avec le long terme. C'est la fin du mois qui rentre en conflit avec la fin du monde. Et il en a lui-même fait l'expérience. Oui, absolument. Merci infiniment Frédéric Lenoir d'avoir été avec nous ce soir dans l'entretien d'Allons plus loin. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit donc avec Nicolas Hulot, D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Et je rappelle aussi le titre de votre dernier essai, Vivre dans un monde imprévisible.